Yes, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, malgré ce petit bain de sang sur les cryptos. Je vais faire une vidéo que pour le coup je pense vraiment importante. C'est pas comme quand je vous fais une vidéo où je vous dis ouais c'est assez chill, on va y aller tranquillou. Là vraiment, c'est une vidéo qu'il faut absolument que vous regardiez en entier, tout simplement parce que j'estime que je vais vous donner des informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs. En ce moment, c'est un truc que je fais rarement, mais en ce moment je suis assez détaché émotionnellement pour pouvoir le faire. J'ai maté beaucoup de vidéos sur YouTube d'analyse du Bitcoin actuellement. Ce qu'il en sort, grosso modo, c'est que tout le monde dit que ça va tomber à zéro. Je vous ai même partagé un article des Échos qui reporte les paroles de CZ, le PDG de Binance, qui dit qu'ils sont prêts à avoir un Bitcoin à zéro. On a toutes les cryptos qui annoncent, enfin toutes les chaînes YouTube qui annoncent les cryptos avec un Bitcoin à 5000 balles, même 3000 balles pour certains. La plupart des influenceurs, je les vois dire ça. Il y en a quelques-uns qui disent qu'on est sur un bon prix, mais ils ne l'étayent pas vraiment avec des arguments, et on a l'impression qu'ils sortent ça un peu de leur chapeau. Et donc je vais essayer de déblayer un peu tout ça, et de me concentrer sur le fait d'être le plus objectif possible, même si forcément on a tous nos biais, et c'est pas évident de l'être, mais en tout cas j'ai quand même pas mal de data pour l'étayer. Notamment, je vous ai sorti pas mal d'indicateurs de Glassnode. C'est des indicateurs dont on a accès seulement si on prend l'abonnement à 10 000 euros par an. Donc c'est quand même relativement pertinent. Et le but, c'est qu'à la fin de la vidéo, on puisse un peu comprendre si il est temps pour nous d'acheter ou si on va vraiment avoir un Bitcoin à zéro. Euh, en tout cas, on y va, quoi. Bon, du coup, on a Bitcoin qui passe pour le moment sous sa moyenne mobile 200. Alors peut-être qu'il se fera racheter avant la clôture, un petit peu comme il est fait par ici. J'en suis vraiment pas certain, parce que tout simplement il ne reste pas beaucoup de temps, donc je me mouille pas beaucoup en disant qu'on va sûrement clôturer en dessous. Néanmoins, historiquement, on voit que quand on se retrouve sous la MA 200 en weekly, c'est grosso modo des bons moments pour acheter. Donc on sait qu'on est dans une phase vraiment où on est plus proche du bottom que de la TH, quoi, mais très largement. Enfin, je veux dire, on est sur des prix qui sont ultra cohérents pour vraiment acheter et recharger de manière très agressive. Là, le but vraiment, c'est pas de se dire je fais mon petit DCA tranquillou. C'est vraiment, on peut acheter par palier, et c'est toujours bien de le faire. De toute façon, il faut toujours garder la liquidité. Mais ça sera pas du DCA où j'achète pendant 150 jours, où je divise mon capital d'achat par 200 et j'y vais tranquillou. Là, c'est vraiment le moment d'être agressif. On est dans des périodes qui sont extrêmement baissières. Je crois qu'on est à moins 79 moins 79% sur les cryptos. Et ce que je trouve vraiment fascinant, ce que je trouve vraiment fascinant, c'est quoi? C'est que autant c'était des targets qui étaient envisagés depuis du coup 9 mois, autant quand ça arrive, c'est toujours pareil, il y a un putain de pessimisme ambiant. Il y a vraiment une aura de mort sur les cryptos. Je veux dire, autant dans mon entourage que dans certains de mes clients, que dans des gens que je connais même pas, que sur YouTube, que de partout, que dans la presse. Ça y est, tout le monde annonce que le Bitcoin il est mort, alors que fondamentalement, il y a rien, il y a aucune plus mauvaise news que depuis qu'on a tracé ce graphique, quoi. Il s'est vraiment strictement rien passé, quoi. Donc tout ce qu'on entend, c'est purement et uniquement de l'émotionnel. À partir du moment où la target est annoncée, une fois qu'on arrive dessus, on peut pas s'étonner d'être dessus. Il n'y a pas eu un dysfonctionnement dans la matrice. Je veux dire, statistiquement, on savait qu'on avait des chances d'y aller, quoi. Quand j'avais fait ma vidéo pour vous dire qu'on avait 75% de chances d'avoir déjà le bottom quand on était sur les 100%, donc c'était où? C'était par ici, au 28K, voilà, c'était juste là. Et ben ça laissait quand même 20%, 25% de chances qu'on aille en bas, quoi. Donc je veux dire, c'était un scénario qui était possible. Il n'y a rien qui a changé fondamentalement entre les deux. Et ce que je trouve incroyable, c'est tout simplement que quand on était en bull market, mais qu'on était au même prix, donc à 20K, mais juste ici, les news qu'on entendait, c'était pas le Bitcoin est mort. C'était ça y est, Tesla achète du Bitcoin. Encore, on l'a même pas su tout de suite, on l'a pris par la suite qu'ils avaient acheté à 20K. Quand on était à ce moment-là, on savait même pas que pour les institutionnels, c'était un prix intéressant. On l'a appris quand on était plus proche du sommet, à la rigueur. Et pareil pour MicroStratégie, pareil pour toutes les bonnes news sur les PDG de banque qui disaient que Bitcoin, ça serait un actif qui irait à 300 000 dollars. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'environnement, tous les sons de cloche qu'on peut avoir, ça dépend uniquement des émotions. Et là, on était exactement au même prix que maintenant, et pourtant on n'avait que des bonnes news. Et ici, on est exactement au même prix, et pourtant on n'a que des mauvaises news. Alors que le fondamental, il n'a absolument pas changé. Et vous voyez, on est sur des niveaux qui restent cohérents, parce qu'on est sur quoi? On est sur un gros support. On est pile poil sur l'ancien ATH. Et pour le moment, on a du mal à passer en dessous. On a méché un petit peu à 18K, mais pour le moment, il se passe rien de plus, quoi.
Également, ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est toujours le Bitcoin qui est coté en bourse, le BTC1, et lui, il a clôturé à 20K. Donc pour le moment, il a même pas cassé les 20K à la baisse. Donc ça, pareil, c'est relativement pertinent. Ensuite, ce qu'il faut voir sur le BTC1, c'est quoi? C'est qu'on a des gaps. On a enfin des gaps qui sont plutôt à la hausse. Alors, attendez, il y a un petit outil que vous voyez pas, mais qui me sert à tourner ma vidéo que je déplace. Bon, on va les tracer, les petits gaps. Maintenant, on a un gap ici, hop, et on a un deuxième gap là-haut. Pour ceux qui ne suivent pas depuis le début, qui sont arrivés depuis le CNR, sur le CNR depuis pas très longtemps, ou qui au moins n'étaient pas là en fin d'année dernière, ou peut-être que j'en avais parlé seulement aux étudiants du levier, je sais pas si on n'est pas dans le CNR. Un gap, c'est un trou de cotation sur les graphes, et grosso modo, ce qui se passe généralement, c'est qu'on a des manipulations de marché qui servent à venir combler les gaps, et la statistique, c'est quoi? C'est que 8 fois sur 10, on vient combler un gap. Donc, par exemple, je viens de les effacer, donc c'est un peu con, parce que maintenant je les vois plus. Mais par exemple, on avait un gap ici, vous voyez, on a un trou de cotation. Hop, qu'est-ce qui se passe? On vient le combler. On avait un gap ici, qu'est-ce qui se passe? On vient le combler. Je crois qu'on en a un dernier à 10K. Selon moi, il n'a pas été comblé celui-ci. Ah, j'ai des conneries, il a été comblé. Il me semblait qu'on en avait on avait un plus bas. Et je crois qu'on en a un à 3000 $ en plus, qui doit dater d'il y a très longtemps. Mais bah, c'est pareil, dans les 8 fois sur 10, il faut comprendre qu'il y a aussi 2 fois sur 10 où on n'ira pas. Et sincèrement, je pense pas qu'on ira aux 3000 $. Donc pour le moment, il faut vraiment relativiser. Il faut vraiment, vraiment relativiser parce qu'il y a trop d'émotions ambiantes. Il y a aussi le fait que bah, les gens ils s'en servent pour vendre des formations. Donc en fait, il y a un putain de conflit d'intérêts généralement on veut vous faire paniquer absolument. Moi je me sens très bien. Sincèrement, je me sens très très bien. En plus de ça, c'est la raison pour laquelle j'ai tardé à faire ma vidéo. C'est que j'ai eu des belles rentrées d'argent ce mois-ci et du coup on a bien fêté ça à Palerme avec deux admins du Discord. Et bah, c'est parfait parce que ça me permet d'investir au bon moment. Mais du coup, déjà d'un point de vue graphique, on voit qu'il se passe des choses intéressantes. On voit que toutes les news qu'on a, c'est que de l'émotionnel, c'est des trucs qu'il faut pas écouter. C'est pas, c'est pas par ego que je dis ça, c'est que vraiment c'est factuel, quoi. Il s'est rien passé, il y a rien qui a changé fondamentalement entre le moment où on annonçait les targets et le moment où elles arrivent, quoi. Vous voyez que la MA200, encore une fois, c'est historique qu'on soit dessous, et c'est globalement les bons moments pour accumuler. Et maintenant, on va rentrer on va rentrer dans le dur de l'analyse on-chain, parce que j'ai trouvé des indicateurs qui étaient vraiment très pertinents. La plupart, ils sont réservés à l'abonnement à 10K par an, comme je vous disais. On va regarder ça tout de suite. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un truc qu'on appelle le prix réalisé sur Bitcoin. Le prix réalisé, c'est quoi? C'est le prix d'un Bitcoin. En fait, on fait la moyenne de tous les tokens la dernière fois qu'ils ont été déplacés sur la blockchain. Et on s'imagine que c'est plus ou moins un prix, que c'est une moyenne qui nous donne un prix qui est à peu près cohérent sur Bitcoin. Et donc, quand on passe sous la courbe qui est orange, on estime qu'on a un Bitcoin qui est sous-évalué. Et vous voyez que ça n'a pas manqué. Ici, on a un historique qui est depuis le commencement de Bitcoin. Et systématiquement, dès qu'on s'est retrouvé en dessous, c'est qu'on était dans les phases les plus sombres des bull markets. Littéralement, c'était les meilleurs prix d'achat possibles. C'est les prix où quand vous vous retournez 2 ans plus tard, vous vous dites putain, c'est sympa, j'ai pris x20, quoi. Mais ça a vraiment pas loupé, hein, à chaque fois. Et là, pour la première fois, enfin pour la première fois depuis 2020, on repasse en dessous. Donc, on est, selon cet indicateur, dans une période qui est historiquement ultra intéressante pour acheter. Et ça, bah, encore une fois, en fait, c'est juste quelque chose de visuel, quoi. Il n'y a même pas besoin il y a même pas besoin d'argumenter outre mesure. Ensuite, on peut faire pareil avec la market cap. En gros, ici, on prend la market cap normale qu'on divise par la market cap réalisée, et ça nous donne pareil bah, une idée de quand est-ce qu'on est sous-évalué, quand est-ce qu'on est surévalué. C'est plus ou moins la même chose, c'est un peu plus visuel peut-être. Et ouais, c'est des choses qui arrivent quasiment jamais, mais quand ça arrive, bah, c'est le moment où il faut vraiment accumuler comme un malade. Et si vous l'avez fait par ici, bah, vous avez acheté du Bitcoin à 2 $, ce qui est quand même pas mal. Si vous l'avez fait par ici, vous avez acheté du Bitcoin entre 293 et 300 $, ce qui est quand même cool aussi. Ici, on était entre 3000 et 3700 $. Ça fait quand même plaisir. Ici, on était normalement à 5000 $. J'arrive pas à choper le point pile poil. Et on a même méché jusqu'aux 3000. Donc, vous voyez que historiquement, quand on achète dans ces périodes-là, bah, c'est le moment où on se gave vraiment. Et vraiment, je dis pas ça pour vous vendre du rêve. Enfin, je veux dire, vous êtes déjà client chez moi, j'ai rien à vous upsell ou quoi. C'est, c'est juste que c'est une question de cycle. Et c'est un truc qu'on a vu plein de fois, quoi. Je veux dire, encore une fois, moi je regarde le Bitcoin, enfin, j'ai eu mes premiers Bitcoin en 2014-2015, et j'ai eu le temps d'en voir des marchés baissiers, et systématiquement, c'est au moment où tout le monde dit que le Bitcoin c'est mort, que tout le monde dit que ça va se casser la gueule, que bah, étrangement, 6 mois après, on se retourne, on se dit putain, j'ai fait du pognon, quoi. Moi, le seul que j'ai raté de, de, de bear markets, là où je n'ai pas acheté, c'est le crash de mars 2020. Tout simplement, pareil, on avait aucun support. Je me sentais, en fait, je suis tombé dans le panneau, j'ai cru que le Bitcoin c'était mort aussi, quoi.
Mais par exemple ici, là, j'avais accumulé avec tous mes salaires McDo, j'étais bien heureux. Euh, donc ouais, faut pas se laisser aller, faut pas écouter le chant des sirènes qui me disent que c'est foutu. Au contraire, vraiment, c'est quand il y a du sang qu'il faut investir. Le Bitcoin, c'est cyclique. C'est loin d'être mort. Ça, c'est pareil, ça me fait marrer. Putain, le Bitcoin, c'est mort. Les gars, le Bitcoin, je crois que ça pèse encore 400 milliards de market cap. C'est juste colossal. C'est juste colossal. Bah là, je suis en euros et Dieu sait que normalement, ceux qui regardent les graphes en euros méritent de se faire lapider. On va regarder ça en dollars. Hop, où est-ce qu'il est mon dollar? Yes. Et du coup, on revient sur CoinGecko. Ouais, on a un peu moins maintenant de 400 milliards, mais on est à 364 milliards de dollars de capitalisation de marché pour Bitcoin. Enfin, encore une fois, c'est vraiment énorme, quoi. Il y a des fonds qui sont colossaux, qui sont dans la crypto, et ben, on est loin de pouvoir dire que le Bitcoin c'est mort, quoi. Et je vous dis ça maintenant, mais si on redescendait aux 14 000, là où on a un autre gros niveau de support, ben, je vous dirais la même chose. C'est pas parce qu'on a un Bitcoin à 14 000 qu'on est mort, bien au-delà. Ah, bien au contraire. Donc là-dessus, ça c'était les deux premiers indicateurs que je voulais vous montrer. Ensuite, qu'est-ce qui est intéressant? Il y a cet indicateur qui permet de nous montrer, donc ça s'appelle Accumulation Trend Score. Il nous permet de nous montrer est-ce que c'est des gros poissons ou est-ce que c'est des crevettes qui achètent du Bitcoin. Au plus on tend vers une couleur foncée, au plus ce sont des personnes qui ont des très gros fonds. Donc c'est généralement les graphes que je vous montre avec les adresses qui possèdent plus de 10 000 Bitcoins et tout ça. Donc en gros, bah, les 1000 Bitcoins ils sont plutôt rouges, les 10 000 ils sont vraiment noirs et vous voyez, il y a une nuance de couleur qui tend un peu entre les deux. Et après, en bas, c'est ceux qui ont vraiment. C'est les clochards. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion sur ce graphe? Bah, déjà, si on regarde, la première chose qui est intéressante, c'est qu'on voit que sur tous les sommets, c'est des baleines qui achètent. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils sont cons? Bah, tout simplement, c'est parce que Bitcoin, ça gagne à se faire connaître en marché haussier. Il faut comprendre que de base, ça sort de nulle part, hein. Vraiment, l'époque où nous, on avait du Bitcoin par ici, il n'y avait personne qui en avait, personne qui en a entendu parler, si ce n'est que c'était du blanchiment d'argent et tout ça. Et donc, bah, simplement, la hausse des prix, c'est quelque chose qui donnait plus de visibilité. Et on voit que bah, systématiquement, du coup, ça a fait acheter. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que, par contre, ici, ça l'a plus fait. Pourquoi? Parce que bah, ils étaient rentrés avant. Et ce qui est, au-delà de ça, encore plus intéressant, bah, c'est de voir que tous les bottoms sur Bitcoin sont achetés par des grosses baleines. Et que par contre, entre les deux, c'est jamais acheté. Mais sur les bottoms, c'est systématiquement des baleines qui achètent. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. C'est pas le plus mind-blowing des indicateurs que je vous montre, mais en tout cas, ça montre qu'on est quand même soutenu par des grosses baleines. Et avec quoi est-ce que je vais pouvoir le montrer avec encore plus de précision? Bah, ici, on regarde carrément la supply qui est possédée, bah, les adresses qui possèdent plus de 100 000 bitcoins. 100 000 bitcoins, ça commence à faire quelque chose de juste bah, colossal. Donc, intuitivement, on pourrait se dire que c'est des exchanges qui achètent, mais j'ai préparé mon petit indicateur derrière pour le contredire. Et vous voyez que, grosso modo, on est sur une accumulation qui est juste démente. On est sur une accumulation qui est démente, quoi. On a les grosses adresses qui achètent comme pas possible. On est sur un ATH en termes d'adresses énormes, enfin d'adresses de plus de 100 000 bitcoins. C'est un truc qui n'est jamais arrivé avant. Donc encore une fois, est-ce que c'est du hasard? Est-ce que le bitcoin c'est mort? Je peux pas affirmer que c'est pas mort, hein, évidemment. Il y a toujours peut-être un truc qui m'a échappé, il y a peut-être un truc que je sais pas. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, c'est pas des exchanges, puisque l'argent sur les exchanges, elle diminue. Donc, tout ça mis bout à bout, on est selon moi dans les meilleures périodes pour acheter, quoi. Donc là, j'attends de voir un petit peu aussi l'ouverture de Bitcoin à la fin de la weekly, parce que bah, du coup, on pourra avoir un nouveau gap haussier, vu que là, on a un Bitcoin qui est à 19 000, tandis qu'on avait clôturé à 20 000. Donc c'est possible qu'on aille le chercher directement. Euh, donc potentiellement, selon la journée de demain qu'on aura, on mettra un petit ordre d'achat demain aussi. Mais en tout cas, on n'est pas dans une période où il faut se dire je vends mes bitcoins ou je rachèterai à 5 000 ou quoi que ce soit. Non, on est vraiment dans une période où il faut commencer à accumuler dès maintenant et c'est réellement important, quoi. Au-delà de ça, en quoi est-ce qu'il y a de la manipulation dans les news qu'on a? Ben, en fait, c'est pareil, c'est des trucs qu'on peut détecter seulement si on a un peu d'historique et un peu d'expérience sur les cryptos. Mais par exemple, moi, ce qui m'a fait marrer quand j'ai vu Binance dire qu'ils étaient prêts à avoir un Bitcoin à 0 $, c'est que j'avais vécu en live le crash de mars 2020. Et c'était une période qui était vraiment hystérique. C'était une période qui n'avait aucun sens. On avait le pétrole qui était tombé en négatif. On avait un baril de pétrole à moins 40 $. Normalement, c'est des trucs qui n'existent même pas, quoi. Et moi, j'étais sur BitMEX en live en train de regarder les graphes et sur Binance à la fois. Et je crois que je sais plus si j'étais short. Je crois que j'avais une position, je pense que j'étais short. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un putain de crash sur les cryptos.
Et quand on a eu le putain de crash, ça a déclenché des ordres limites de vente qui ont fait baisser les cours, qui ont déclenché d'autres ordres limites de vente qui ont fait baisser les cours. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est trouvé dans une spirale infernale, mais qui a duré genre, je sais pas, une demi-heure ou une heure, c'était très rapide. Et on voyait le Bitcoin littéralement tomber, 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 et ne jamais remonter, quoi. Et en fait, c'est une journée où on aurait pu se retrouver réellement à un Bitcoin à zéro. Parce que bah, tous les robots qui déclenchent des nouveaux shorts, etc., ça aurait pu vraiment défoncer le cours de Bitcoin. Et on aurait pu se retrouver avec un Bitcoin qui aurait été tombé à zéro et ça aurait sûrement pas été la fin de Bitcoin. Puisque bah, après ça, sûrement qu'il y aurait eu à nouveau des acheteurs et on serait reparti dans un cycle. Mais on aurait pu momentanément se retrouver avec un Bitcoin à 0 $. Ça, c'est une réalité. Et qu'est-ce qui s'est passé sur le moment? Eh ben, étonnamment, BitMEX, qui à l'époque était une des plus grosses plateformes d'échange de crypto, notamment en futur, moi j'étais dessus justement pour faire des futurs, donc avec du levier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont débranché leur serveur. Donc soudainement, impossible de trader sur BitMEX. Donc bah, plus personne pouvait short. Tout le monde s'est vu couper sa position. Et sur Binance, un bug, vraiment un bug de la plateforme, c'était le pur hasard, c'était de la chance. Impossible de vendre sur Binance, mais uniquement possible d'acheter. Alors c'est vraiment con que dans ces moments-là, les plateformes d'exchange se mettent à bugger, mais en fait, ça montre que ces mecs-là, ils savent qu'en cas de vraiment période qui serait très compliquée sur les cryptos, ils manipulent le marché. Alors, quand on voit qu'ils ont un comportement comme ça, et que derrière ils nous disent ouais, ouais, Bitcoin ça peut tomber à 0 $, frérot, est-ce qu'ils sont pas en train d'essayer de FUD pour tirer le prix le plus bas possible et pour pouvoir recommencer à accumuler? Bah, ça m'étonnerait pas, quoi. Donc, réellement, on est dans des périodes qui sont ultra baissières. C'est les meilleures périodes pour commencer à investir. Et c'est des périodes qui deviennent de plus en plus courtes. Ça, c'est intéressant de le notifier aussi. Vous voyez, ici, on est resté quand même combien de temps? Octobre 2011 à février 2012. Ah, ça va, c'est assez rapide, ça fait 4 mois, un truc comme ça. Alors que ici, par contre, on est passé de décembre 2017 à euh, octobre 2015. Putain, j'ai de la merde. J'ai de la merde, excuse-moi. J'ai regardé j'ai regardé la date au lieu de regarder l'année. Donc ouais, ici on était de septembre 2011 à avril 2012. Et ici on était de hop, décembre 2014 à euh, octobre 2015. Donc ça fait à peu près un an. Ici, je crois que ça dure encore un peu moins longtemps. Décembre 2018 à mars 2019. Donc 4 mois aussi. Et ici on est resté bah, seulement quelques semaines. Donc ce serait pas étonnant qu'on reste pas très longtemps à nouveau dans des zones de prix aussi intéressantes. Vous voyez que c'est toujours de plus en plus succinct. On le voyait aussi même sur l'indicateur qui montrait les pourcentages d'adresses en profit. Dès qu'on passe sous les 50%, c'est les moments où il faut accumuler. Et vous voyez que c'était des périodes qui de base étaient assez longues et qui de plus en plus sont très rapides et très courtes. Donc non, il y a vraiment la notion qu'on... Je ne veux pas vous encourager à FOMO et vendre votre maison pour acheter, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que on risque de ne pas passer très longtemps sur des niveaux aussi baissiers et sûrement que ça repartira à la hausse. Maintenant, Bitcoin, là aussi, là où il faut essayer d'avoir un peu de perspective, c'est que ça pèse quand même déjà 360 milliards de market cap, et que pour faire un x10, bon, il faudrait qu'on ait 3000 milliards de market cap. Ce qui est possible, ce qui n'est pas impossible, parce qu'on a déjà dépassé les 1000 milliards de market cap, ça c'est hallucinant. Il y a des boîtes qui en dépassent les 2000, je crois. Il me semble que Microsoft, Apple et Tesla momentanément. Tesla, j'ai peut-être des conneries. Mais il me semble qu'ils ont dépassé les 2000 milliards à un moment. Donc c'est pas impossible de se retrouver dans 2 ans avec des actifs qui dépassent les 3000 milliards, mais enfin c'est quand même difficile à faire, quoi. C'est quand même très difficile à faire. Donc c'est pour ça qu'il va falloir aussi attaquer un petit peu des altcoins. La grande difficulté, c'est que les altcoins qui sont dans le top 10, même le top 30 des cryptos à la fin d'un marché haussier, c'est rarement les mêmes qui sont à nouveau là dans le marché haussier suivant. Donc il va falloir trouver les cryptos qui vont pas disparaître en fait, avant de trouver les cryptos qui vont performer. Donc c'est pour ça que moi j'aime autant le FTT, c'est qu'on sait que FTX ils prennent des parts de marché énormes, et a priori c'est une entreprise qui fait des bénéfices, donc je pense qu'elle sera encore là pendant le prochain marché aussi. Donc avant même de gagner de l'argent, je pense que je vais moins en perdre qu'en achetant peut-être du Tron ou du Shiba Inu ou je ne sais quoi. Ce qui a pas mal de potentiel pour moi de rester là aussi, c'est tout ce qui touche à des boîtes en fait. Donc le Chili's, ça peut être pas mal d'en acheter quand on va être vraiment à la cave, parce que là on n'a plus que 400 millions de market cap, ce qui est vraiment pas grand-chose, quoi. Et pourtant, c'est une entreprise qui a des partenariats avec le PSG, avec le Real Madrid, avec Liverpool, je crois, Arsenal, tous les plus grands clubs. Donc c'est une entreprise qui va quand même gagner en exposition par la suite. Et là, putain, leur crypto pour le moment, elle vaut que dalle, quoi. Donc ça va être la période dans laquelle il va falloir accumuler tout ça. De toute façon, ben, j'enverrai des signaux pour ça, donc vous serez pas livré à vous-même. Mais
mais en tout cas, il va falloir se hedger à la fois sur le Bitcoin et sur les altcoins. Mais comme je vous l'avais expliqué, c'est par cycle. On va d'abord attaquer le Bitcoin, puis ensuite Ethereum, puis ensuite, généralement c'est Dogecoin, mais je pense pas qu'on y touchera. Et ensuite les altcoins, et normalement on prendra un cycle complet comme ça. Et finalement, la dernière chose dont je voulais parler, mais ça c'est un truc que j'avais déjà montré brièvement dans le Telegram de Sumo, c'est tout simplement que notre Bitcoin, fonction de l'impression monétaire, alors je sais il faut le nuancer en regardant la vélocité de la monnaie, etc. Mais enfin, vu qu'on compare à un pic qui date d'il y a 4 ans, c'est quand même assez pertinent. On voit que à l'époque, en 2017, s'il y avait eu autant d'argent en circulation qu'en 2022, eh ben, le prix d'un bitcoin à l'époque, c'était 31 000 dollars. Et donc, ça veut dire que dans les mêmes conditions de marché, à l'époque, en 2017, un bitcoin à 31 000 dollars, c'était quelque chose de faisable. Actuellement, on est à 19 000. Alors qu'on a un marché qui est bien plus mature, on a plein d'institutionnels qui sont rentrés dedans. Comme je vous l'ai montré, il y a des gens qui accumulent à des niveaux qui sont faramineux. Donc, encore une fois, je me trompe peut-être. Vous direz ce que vous voulez, vous tirez vos propres conclusions. This is not financial advice, comme on dit. Mais pour moi, on a à peu près tous les indicateurs qui sont au vert pour commencer à faire de la grosse accumulation. Et, euh, et normalement, quand on va se retourner d'ici un an, 2 ans, bah, on sera les grands gagnants du truc. Et c'est comme ça. Je vais faire aussi. Alors désolé si la vidéo est longue, hein, mais et encore après ça, je vais parler encore d'autres choses. Mais je vais faire aussi un petit clin d'œil à Tammy Cabage. En ce moment, il fait une vidéo tous les 2 jours, enfin tous les jours, pour dire que les cryptos c'est fini et que ça va aller à la cave et tout ça. Mais pour le coup, le Tammy, je lui en veux pas, parce que je vous dis, c'est un mec que je trouve cohérent. En fait, il a sa manière de faire et c'est tout à fait logique. Lui, ce qu'il fait, c'est que, hop, vu il a pas fondamentalement la data et l'envie en fait de regarder la data sur le Bitcoin, ses cycles, etc. Mais il regarde simplement quand est-ce qu'un actif est haussier, quand est-ce qu'il est baissier. Et tant qu'on est baissier, il achète pas et il achète quand on est haussier. Donc en fait, Tammy, c'est le mec qui n'achètera jamais le bottom, mais c'est pas grave, hein, c'est pas une critique. Tandis que moi, j'achèterai toujours. Et c'est pas forcément mieux, parce que bah, forcément, ça lisse mon prix d'achat à la baisse, mais bah, pendant plus longtemps, je suis en perte que lui. Donc, enfin, c'est pas, il y en a pas un qui est mieux que l'autre. Mais par contre, il achètera dès qu'on repartira en marché haussier comme ça. Dès qu'on aura à nouveau dès qu'on aura à nouveau une tendance haussière, bah, lui il achètera par ici, il revendra là-haut, mais bah, il n'aura pas acheté par ici et il n'aura pas vendu là-haut non plus. Donc c'est un mec que j'aime bien écouter. Je vous encourage en vrai à regarder sa chaîne. Simplement essayer de ne pas tomber dans le pessimisme ambiant et dans le sensationnel, dans le spectaculaire, etc. Parce que bah, c'est pas forcément ce qui est le plus pertinent. Également, la dernière news dont je voulais parler, c'est un truc qui n'est pas directement en lien avec Bitcoin, mais je viens de voir ça juste avant de tourner la vidéo. On a la France qui est privée de gaz russe. Ça y est, c'est enfin d'actualité. C'est pas une grande surprise. J'ai vu qu'il y a 2 3 jours, on a envoyé, je sais plus, genre 17 canons à l'Ukraine. Et bon, bah, effectivement, 48 heures plus tard, on n'a plus de gaz, quoi. C'était peut-être pas la meilleure décision stratégique à faire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, je suis désolé de vous l'annoncer, mais la plupart des Français ils vont se faire scalper. Ça va être terminé, quoi. Je veux dire, du gaz, on en aura toujours, je pense. Les Américains, ils se démerderont pour nous en trouver. Mais ça sera jamais au même prix. Et bah, l'inflation va continuer comme pas possible. Et ceux qui vont en pâtir le plus, c'est qui? C'est les riches qui ont rien investi. Et c'est les pauvres qui sont au SMIC, qui galèrent un peu. Et dont les prix de première nécessité vont augmenter, quoi. Et ça, bah, qu'est-ce que ça va causer? Bah, ça va causer un truc très simple. Bah, c'est un truc dont je préviens depuis très longtemps, et il y en a beaucoup qui pensaient que je disais ça parce que j'avais un conflit d'intérêt et que je voulais vendre des formations, mais pas du tout, je le pense vraiment dur comme fer. Pour moi, ce qui va se casser la gueule, c'est l'immobilier, quoi. Quand on a toutes les classes pauvres qui vont galérer à se nourrir, mais qui peuvent parfois avoir du patrimoine, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ils vont le vendre, ils vont commencer à acheter des pâtes avec, quoi. Qu'est-ce qui va se passer quand les riches, ils vont voir que leur épargne, elle se fait défoncer? Bah, pareil, au bout d'un moment, ils vont vouloir conserver un certain niveau de vie et ils vont vendre leur patrimoine. C'est un truc c'est pas un truc que je dis au hasard, c'est un truc qui existe par génération. Si on regarde un petit peu la consommation par génération, on se rend compte que les jeunes, ils consomment pas beaucoup, enfin, je veux dire les jeunes actifs, et ils épargnent beaucoup, ou ils investissent dans l'immobilier principalement. Et dès qu'ils arrivent à la retraite, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils se mettent à revendre leur patrimoine et à utiliser leur épargne et à consommer beaucoup plus. Et ben, du coup, c'est forcément des mécanismes qu'on va retrouver en période de crise. Et, euh, et simplement, bah, pour moi, on va arriver dans une période où, par la suite, ça sera ultra intéressant de faire de l'immobilier, quoi. Ça faisait longtemps que je disais que je suis ultra baissier sur l'immo en France. Et bah, je passais pour un malade mental.
Mais je vous dis, là, on est pas loin de la résolution du truc, à mon avis. Moi, je voyais ça sur une horizon de base de 5 à 10, peut-être même 15 ans maximum. Et en fait, il y a tout qui s'accélère, et ça ne m'étonnerait pas que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, maximum 5 ans, en fait, on ait l'IMO qui aille à la cave, quoi. Et bah, le but, ça sera qu'on soit là pour acheter, quoi. Et c'est vraiment une période qui est cruelle parce que j'ai pas mal de groupes d'entraide avec bah, tous mes potes, en fait, que je me suis fait depuis que je fais un peu de business en ligne, ou que je m'expate, ou que je voyage. La plupart, c'est des gens qui ont un bon niveau financier. Bah, la plupart sont mon mentors dans le réseau, donc en fait, c'est des gens que vous connaissez, quoi. Il y a pas de, c'est pas des êtres secrets. Et bah, c'est tragique, mais nous, on se frotte les mains, quoi. Quand on voit des périodes de crise comme ça, on sait qu'on va pouvoir saisir les opportunités et que ça va être plutôt cool. Donc, ça va être des périodes qui vont être vraiment très difficiles émotionnellement. On va entendre 50 sons de cloche différents. Ce qui va passer dans les médias, ce sera toujours bah, la promotion des pires investissements possibles. Par exemple, c'est un truc qui m'avait marqué. euh, c'est un truc que j'ai réalisé par la suite, en fait. On avait en... Je peux afficher le cours de l'or. On avait, hop, quand j'étais gamin, hop, on avait, je crois que c'était, ouais, même avant même que j'ai mes 10 piges, on avait plein de pubs pour acheter votre or, quoi. Et constamment à la télé, ils disaient vendez vos bijoux de famille, vous allez pouvoir toucher du cash, vendez vos bijoux de famille, achetez votre or, on rachète votre or, on rachète votre or. En fait, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? L'or a explosé à la hausse, quoi. Donc ils ont juste racketté les classes moyennes et les pauvres gens qui pensaient qu'ils allaient pouvoir toucher un billet en revendant leur or, parce qu'ils s'étaient dit putain, ça a bien monté, c'est cool, j'ai fait un peu de plus-value. En plus, c'est un truc souvent que j'ai pas payé parce que ça m'a été hérité de famille, etc. Et bah, derrière, ils se sont fait, ils ont raté une putain d'opportunité, quoi. Donc là, la grande difficulté de l'époque qui arrive, ça va être de pas se faire manipuler par les médias, pas se faire manipuler par les gens qui ont des conflits d'intérêts et qui veulent nous vendre des trucs, et bah, essayer grosso modo de voir les choses en face, de les regarder froidement. Ouais, va falloir regarder, bah, en fait, c'est pour ça que j'aime bien regarder des graphes, quoi, parce que les graphes c'est plutôt froid, et il n'y a pas forcément d'émotion dessus. Euh, Encore une fois, les plans sur la flat, parce que là j'ai enlevé mon. Putain, j'ai mon. Ah, ça casse les couilles, j'ai ma webcam qui déconne. Euh, je sais pas comment je fais pour arrêter mon truc. Ça veut que je dessine sur l'écran. Bon, bah, je crois que je pourrais, je crois que je pourrais pas vous montrer. Je crois que c'est la fin de la vidéo, du coup. Mais tout ça pour dire que les targets qu'on avait annoncés, il n'y a pas y a pas à être surpris quand on les atteint, et c'est juste le jeu. C'est simplement comme ça. Bon, en tout cas, j'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu, qui vous aura donné un peu de perspective. Je vous dis, il y a pas mal d'indicateurs qui sont intéressants. Si ça vous intéresse, je peux creuser pour en trouver d'autres pour les prochaines fois. En tout cas, je vous fais une bise. Ah bah je vois que je peux quitter le dessin. Ouais, parfait. Tout est rentré dans l'ordre. En tout cas les gars, je vous fais une bise et je vous dis à bientôt. Gardez la tête froide et ça va bien se passer.